Allez. Donc là, on est dans le grand tunnel. On est dans un qui grand tunnel. relie Et le 100 au Palais 126. Ouais, au Palais Bourbon. Et ça, c'est ton endroit préféré. Ouais, c'est mon endroit préféré parce que en fait, c'est très très rare d'avoir une grande ligne droite comme ça, où on peut aller, tu vois, très très vite. C'est l'athlète en toi, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on peut pas faire de sport, la salle de sport n'est pas accessible. Donc, Elle n'est pas terrible non plus. je sais pas parce que je suis jamais allé. Mais en tout cas, ici, tu vois, on peut rouler. Avec Marie-Charlotte Garin, on veut faire une course de fauteuil ici. Mais il faut qu'on trouve un autre fauteuil. Bonjour. Une petite accélération de Monsieur Ruffin, là, il ne faut pas que je me laisse griller. Et on passe la ligne. Wow, le freinage. C'est sportif comme ton âge, hein? Et parce qu'il joue au rugby. Est-ce qu'on doit faire une deuxième prise? Non, c'est bon. N'appelle pas d'ascenseur. Parce que si tu n'as pas tout filmé, on va passer par un autre endroit. Parce que dans une assemblée pas accessible, les services de la Poste nous font découvrir des endroits sympathiques. On va passer par le parking souterrain. Et pourquoi? Ça m'évite de prendre je ne sais combien d'ascenseurs de monte-charge hyper lent. Et je gagne un temps pas possible. Et en fait, c'est des mecs avec les chariots de la Poste, quand ils livrent les courriers, qui m'ont dit « mais nous, on passe par le parking ». Et en fait, là, ça relie ascenseur ministre, ascenseur de la Poste et ascenseur du 126. Et donc, tu es le premier député à découvrir comment on fait pour se déplacer en fauteuil dans cette assemblée. Mais oui, et puis le jour où je serai plus député, je veux faire un petit guide pour tous ceux qui vont arriver après en fauteuil et qui auront besoin de tous les passages secrets. Mais tu es un peu devenu, malgré toi, la voix des personnes en situation de handicap dans cette assemblée. C'était pas ton projet au départ. Ah, je voulais absolument pas parler des questions de handicap. La première élection, je n'ai même pas montré sur l'affiche que j'étais en fauteuil, pas parce que je voulais le cacher, mais parce que je voulais pas en faire un sujet. Et quand je suis arrivé ici, bon, j'ai compris que, et avec le nombre de messages que j'ai reçus de personnes en situation de handicap, que enfin, parce que c'est quand même fou de se dire qu'il aura fallu attendre 2022 pour avoir un premier député en fauteuil roulant. Et donc là, tu as décidé, plutôt que de fuir le dossier, de t'en emparer, quoi. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme le chewing-gum collé à la roue, tu vois. Là. Bon, à un moment, on se dit, on va pas le virer, donc il est là. Et surtout, c'est un peu plus grand que le chewing-gum, c'est 2 roues et un fauteuil, quoi. Ouais. Et donc, tu peux pas faire comme si ça n'existait pas, comme si tu étais pas ça aussi. Ouais. C'est difficile. Alors, il y en a, ils sont un peu embêtés. En circo, ils sont obligés de mettre des manteaux rouges pour se repérer, tout ça. Moi, j'ai pas ce souci-là. Ouais, c'est le blouson de cuir, quoi. Le blouson de cuir et le petit cahier à spirale. Ouais. Les affaires reprennent. Non, mais ça jamais. Surtout, c'est le spam. Mon meilleur compas, c'est le spam. Ouais. Bonjour, on veut vous vendre. Tous les Ok. jours, donc là, on se rend à ton bureau. On va dans mon bureau, qui est un lieu de trafic en ce moment. On fait de la livraison de canards. 3e étage. Le canard. En boîte. J'ai craint pire. On peut ouvrir les boîtes pour vérifier que c'est bien du canard. Tu fais du nar-canard, toi. Ouais. C'est lui qui fait la livraison de Salut. canards. Ça va? Et ben regarde, voilà, on a une belle affiche du festival de cinéma, festival lycéen de films. Et puis l'affiche était absolument magnifique. On se met où alors? Bah écoute, tu peux t'asseoir là. Donc là, dans ton bureau, on est entre le déstockage de la graisse de canard, Ça, avec les pommes de terre, c'est très très bien. la mousse de foie de canard, Bon, ça c'est moins bien. c'est-à-dire c'est le député de Dordogne, quoi. Oui, ben voilà, c'est-à-dire qu'il y a des collègues qui passent des commandes et puis... Donc moi, et puis de l'autre côté, c'est tu déstockes aussi ton rapport d'information numéro 1692, évaluation de la loi numéro 2502 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ouais, un grand titre. Alors, qu'est-ce que vous avez vu là-dedans avec ta collègue Christine Lenaour sur l'application de la loi de 2005 concernant l'emploi, l'école, le logement? Qu'est-ce que c'est tes conclusions? C'était une loi très ambitieuse qui était attendue depuis très très longtemps. Et c'est une des lois les moins appliquées, parce qu'en fait, le handicap est la première cause de discrimination en France depuis de nombreuses années. Et on n'en prend pas la mesure, mais c'est la réalité. Et que ce soit sur les questions que tu as listées, d'école, qui est une des premières discriminations, de transport, de logement. Bon, quand on regarde à Paris, moi je suis obligé de me déplacer en taxi, parce que le métro n'est absolument pas accessible. En 20 ans de loi, il n'y a que 20% des établissements recevant du public qui ont été rendus accessibles. Donc ça en dit long
Et ça veut dire que quand on est en situation de handicap, on n'a pas les mêmes chances et on n'a pas la même citoyenneté finalement que ceux qui sont valides. Et ça, dans le pays des droits de l'homme, dans une république telle qu'on la pense, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable. Donc voilà, une grande partie, bon, on a 300 et quelques pages. Après, on a fait quelque chose qui était un petit peu nouveau. Moi, ça me tenait à cœur parce que tu sais, quand on fait des auditions, on reçoit les personnes concernées, une première audition, et puis après, on reçoit une centaine d'autres personnes. Et finalement, la parole des concernés est noyée parmi toutes les autres auditions. Quand elle existe, parce qu'il y a plein Quand elle existe. de rapports, de propositions de loi où les premiers concernés ne sont Ouais. même pas interrogés, Oui, on ils sont pas interrogés. passe directement aux institutions, aux statistiques, aux juridiques, quoi. Donc là, on a lancé un site internet, riensansnous.fr, pour que les gens puissent témoigner et puis parler de eux sur tous les sujets concernés par la loi, quel est leur quotidien, quel est leur vécu concret. Et quand on a proposé ça aux administrateurs, on leur a dit, bon ben voilà, on veut intégrer ça dans le rapport. Donc ils ont dit, ah mais ça c'est jamais fait. Et puis en fait, quand on ouvre notre rapport, il y a la parole des concernés qui est le fil directeur de tout ce rapport. Donc ça c'est un élément qui me tenait à cœur. Puis après, ben, la France en fait a ratifié la Convention de l'ONU en 2010. Et bon, la France, tu le sais souvent, on vient fanfaronner, on a fait une loi en 2005, on pensait qu'on était les plus beaux, les plus forts. Et puis, on n'a pas réactualisé notre loi, sauf que la définition du handicap n'est pas la même, celle de 2005 et celle de 2010. Celle de 2010 précise que tout environnement qui n'a pas été rendu accessible génère un handicap. Donc finalement, la responsabilité, elle est portée non pas du côté de la personne en situation de handicap, Et mais de du sa côté situation de maladie de l'environnement. physique, et avec un prisme très médical, mais un prisme pour le coup social et donc politique. Et donc, quand on fait le choix de ne pas rendre une société accessible, on génère directement un handicap. Donc ça semble rien cette définition, mais en fait elle change absolument tout le prisme du handicap parce que en fait à chaque fois, enfin moi le nombre de personnes qui peuvent me croiser, qui voient quelqu'un en situation de handicap, arrive avec qu'est-ce qui t'est arrivé. Et enfin quand je te croise, je te demande pas qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi. Pourquoi tu marches. Et donc il y a quelque chose à chaque fois, on vient renvoyer à cette question quel est soit l'accident, soit la maladie qui a conduit à. Et c'est vrai que ben, nos corps sont réduits à une vision médicale, alors que c'est une vision très politique de qu'est-ce qui génère du handicap, que ce soit de l'accident de route, que ce soit l'état de l'hôpital aujourd'hui. Et puis, en fait, quand quelqu'un a des lunettes, ben, il a un handicap. Si tu n'as pas tes lunettes, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas conduire, et en fait, ça vient t'emmener une incapacité. Tu as des lunettes qui sont adaptées à ta vision, et donc là, on voit toute la mesure nécessaire, et on vient faire des lunettes, et ça te change ta vie. Bon, ben, quand tu as un fauteuil qui est adapté à toi, ben, ça te change ta vie, et tu peux mener ta vie comme tu l'entends. Sur l'emploi, par exemple, j'étais assez marqué parce que, moi, tu connais mon rapport au travail. Ouais. Le travail, la société, c'est du travail mis en commun. Et on voit que finalement, il y a un gâchis. Il y a un gâchis humain pour les personnes en situation de handicap qui veulent travailler, et il y a un gâchis pour la société parce que c'est des compétences, c'est des savoir-faire, c'est de l'intelligence, c'est de la main-d'œuvre qui est finalement gâchée. Ben, elle est gâchée, et puis en fait, les chiffres se sont améliorés. On voit qu'il y a une augmentation, mais le chômage des personnes handicapées est le double des valides, donc on voit qu'il y a un sujet. Mais quand on regarde par type de handicap, chez les malvoyants, c'est 50% des personnes qui sont au chômage. Et donc c'est énorme. Et on voit que par type de handicap, en fait, on se fait une idée que la personne ne va pas pouvoir occuper le poste ou ne va pas être performante. C'est-à-dire que quelqu'un de malvoyant va lui dire, toi tu peux répondre au téléphone, tu peux faire le standard, mais d'imaginer que l'on va avoir des outils adaptés et aménager son poste, ça on ne l'imagine pas. Et je trouve qu'en fait, un des gros problèmes, c'est le manque de perspective et je crois d'imaginaire que l'on a sur la question du handicap. Tout est, enfin quand on rend un bâtiment accessible, on le pense avec un ascenseur, avec une rampe, mais on n'arrive pas à l'imaginer autrement. Et puis je crois que là-dedans, il faudrait arriver à impulser une toute autre dynamique, déjà que ce soit beau. Parce que dès que tu rentres dans une chambre d'hôtel, par exemple, accessible, tu as l'impression d'être dans une chambre d'hôpital, en fait. C'est pratique, c'est sanitaire, mais c'est pas beau. Et je crois que le jour où on arrivera à avoir quelque chose de beau et d'accessible, on pourra se dire, on a eu une victoire et on a gagné là-dedans. Après, Sur le travail, ouais. Normalement, il y a des obligations pour les entreprises publiques et les entreprises privées d'embauche de personnes en situation de handicap. Ah, mais il y a des obligations. Après, là, dans le service public,
On voit qu'on n'arrive pas très très loin des taux dans le privé, on en est un peu plus loin. La grande question est, une fois que l'on va y arriver, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que les 6% c'est suffisant en sachant qu'il y a 16% de la population qui est en situation de handicap? Donc est-ce que c'est un élément suffisant? Et est-ce qu'on ne doit l'aborder qu'à travers des questions de quotas? En fait, c'est quand même un très grand sujet. Je crois que pour qu'on réussisse la question du travail, il faut qu'on réussisse l'école. Si on n'est pas arrivé à faire une école qui donne la place à tout le monde, on ne va pas pouvoir embarquer par la suite. En Dordogne, on a un lycée. Les lycéens ont lancé un projet pour toute l'année pour adapter les machines pour découper, pour je ne sais quoi, pour une personne à qui il manque un bras. Et c'est les gamins qui ont eu cette idée-là. Donc je sais que ces gamins-là, quand ils vont se retrouver soit employés, soit patrons, eux, quand ils vont voir quelqu'un qui arrive avec, soit qui a eu un accident de travail, soit qui arrive avec un handicap, ils vont se dire, non, toi, tu ne peux pas l'occuper. C'est, en fait, comment on va aménager ce poste-là? Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et quand je vois des adolescents là, qui ont cette idée-là, et que les profs s'embarquent là-dedans, vraiment, c'est quelque chose de fort et de chouette. Mais ça vient interroger la question de la performance. Est-ce que il faut être l'homme blanc entre 30 et 50 ans pour pouvoir être performant au travail? Et on voit que là-dedans, il y a des personnes qui ont besoin d'un temps aménagé, mais le temps où ils sont présents et la manière dont on doit penser l'accueil de l'autre aussi vient complètement bouleverser notre manière de penser, de travailler, et on n'y perd pas en fait à cette question-là. Et effectivement, il faut prendre ce chemin. Donc tu dis, ok, c'est bien, il faut des lois, Ouais. mais en vérité, il faut un changement culturel. Oui, il faut former. En fait, on a un très très gros problème de formation. Les médecins ne sont pas formés sur le handicap. Aucune personne d'accueil est formée sur le handicap. Les enseignants ne sont pas formés sur le handicap. En fait, on demande à des enseignants d'accueillir des gamins sans avoir été formés, de comment on accueille, de comment on enseigne. Et donc là, on a quand même un gros sujet. Mais les architectes, on leur demande d'appliquer un cahier des charges, mais à aucun moment on leur demande une inventivité sur ces questions-là. Et sur tous les plans de société, enfin moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans le rapport, enfin au niveau des auditions. On a un gros souci de formation aujourd'hui et je crois que c'est un enjeu. Et pour le coup, ça coûte pas cher. Parce que les gens sont formés. Et de rajouter un module ou de modifier un module et d'avoir cet élément-là, en fait, ça coûte pas plus cher que ce que l'on forme aujourd'hui. Et puis après, il y a la formation continue, parce qu'il y a tous ceux qui sont déjà en poste. Comment on les embarque là-dedans? Et ça, il y a plein de choses qui existent, mais il faut juste le rendre obligatoire. Et quand on est dans une société, tu vois, qui vieillit, de se dire qu'on a pensé une rue, un accueil accessible pour quelqu'un en fauteuil roulant, une personne âgée va s'y retrouver, un gamin, parce qu'il y avait une très belle tribune dans l'UMA et nous que l'on a repris avec penser la société à hauteur d'enfant. Mais c'est vrai que, enfin moi, un gamin de 8 ans est aussi grand que moi sur mon fauteuil. Donc en fait, il y a plein de choses de quand on arrive à le penser comme ça, si on l'a pensé pour les enfants, on l'a pensé pour les personnes âgées, bon, handicap déjà 16% de la population, les vieux ça en fait pas mal aussi, les gamins aussi, enfin on a quand même quelque chose qui tout d'un coup embarque énormément de monde. Quand même, enfin, tu vas dire que je plaide, je me fais l'avocat du diable, mais je trouve que la question du handicap, il y en a d'autres, hein. Il y a la question du féminisme, il y a la question des LGBT, il y a la question de la sécurité routière, par exemple. Et je trouve que c'est l'un des points sur lesquels la société évolue en bien depuis 40 ans. Il y avait une espèce de tradition, un premier temps, où les gamins en situation de handicap, on les gardait à la maison et ils étaient une espèce de honte qu'on cachait. Il y a eu un deuxième temps où on était dans le tout institution. Et on a eu un temps où on est dans le tout inclusif, en tout cas théorique. Mais il y a quand même je trouve que dans la volonté de la société, il y a quand même une volonté de mieux sur ce terrain-là. Oui. Et le souci peut-être, c'est que ça ne se traduit pas dans les budgets aussi. En fait, il y a une loi et on ne respecte pas la loi. Le problème, il est là, en fait. C'est-à-dire que si on avait respecté la loi de 2005 sur les établissements recevant du public, sur l'école, sur le transport, en fait, on ne se poserait pas toutes ces questions-là aujourd'hui. Alors, on a évolué. Moi, ce qui m'agace, en fait, c'est qu'on est là, oui, il faut changer le regard. Le regard, bon, en fait, c'est surtout que quand tu as les dispositions et que quand tu rencontres des personnes qui sont différentes, qui ont leur singularité, en fait, ça se passe bien. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais été dans une institution. J'ai fait mon école maternelle, enfin primaire, maternelle, primaire, collège et lycée, pas dans un établissement. Et puis bon, les camarades qui te voient au départ, qui n'ont jamais vu de personnes sur roulette, sont intrigués. Et puis après, en fait, ils pensent même plus au fauteuil. Enfin, moi, je sais que
Quand on s'installait une table, ils arrivaient avec une chaise pour moi. Et avec, excuse-moi, et en fait, il n'y a plus cette question-là. Mais c'est pour ça que de par l'école et de par on rencontre. Parce qu'en fait, ce qui vient nous inquiéter, c'est quand on n'a pas vu, quand on n'a pas rencontré, il y a l'appréhension, il y a je ne sais combien de personnes, ils sont là. Quand ils me voient sortir mon fauteuil de ma voiture, est-ce que je viens lui proposer de l'aide ou pas et en donc, fait, il faut quand venir on te peut avoir un proposer de truc l'aide ou simple. pas? Mais en fait, moi, Parce j'en que ai je pense pas que moi besoin. aussi, je serais pas trop non Oui, plus. mais moi, j'en ai pas besoin, mais une autre personne peut-être en aura besoin. Et donc, en fait, des fois, juste de demander, et sans qu'il y ait quelque chose du côté de la pitié ou de je ne sais quoi. En fait, c'est la manière dont on l'accueille, mais de dire simplement, enfin, on voit quelqu'un qui a, enfin, toi, tu trébuches, tu t'es fait mal à ton genou, je peux venir te dire, tu as besoin d'aide. Et puis, en fait, il y a rien d'offensant là-dedans, de quoi que ce soit. Et je pense que ça vient poser aussi la question pour nous en situation de handicap. Quand quelqu'un vient nous proposer de l'aide aussi, on se dit, viens le faire parce que je suis handicapé. Et on se sent aussi réduit à cette question-là. Mais si il y a C'est-à-dire quelque que chose c'est qui est comme naturel, comme ouais. si dans le parcours, il y a eu des tas de blessures Bien sûr. et que du coup, il y avait une hypersensibilité Ouais. à ça Ouais. et que quoi qu'on fasse, il y a le risque de le faire mal, du Mais coup, en face. de toute manière, enfin, selon le vécu de la personne, ça sera mal vécu. T'es pas venu m'aider, t'es venu m'aider, enfin, on peut mal le vivre. Mais si on a une société, enfin, on regarde en bas, là, pour accéder à l'hémicycle, il vient d'installer une porte, incendie. Mais en fait, alors moi, ça va parce que je suis jeune, paraplégique, plutôt sportif, je peux ouvrir la porte. Quelqu'un en fauteuil électrique ou quelqu'un tétraplégique ne peut pas le faire. Elle a été installée il y a 6 mois. Donc on est en train d'installer un truc qui va empêcher quelqu'un d'ouvrir la porte. Et il va falloir qu'il y ait un agent qui vienne ouvrir la porte s'il y avait quelqu'un en fauteuil. Et donc là, Ici, il y a beaucoup d'agents. oui, il y en a beaucoup. Mais sauf que si... Alors moi, ils me disent, mais il y a les agents. Je dis, oui, mais moi, en fait, je veux être autonome. Moi, je veux pas avoir à demander à quelqu'un. Et non pas que j'ai un quelconque souci avec le fait qu'on puisse venir m'aider. Mais quand on a un trajet, moi, je veux pouvoir entrer dans l'hémicycle sans avoir à réclamer à 5 personnes de m'ouvrir des portes pour pouvoir entrer, en fait. Surtout que ça existe, en fait. Techniquement, c'est faisable. Quand ça peut pas se faire techniquement, il n'y a pas de souci. Mais quand ça peut se faire... Alors, et ta victoire, d'il y a 1 an maintenant, c'est les fauteuils roulants remboursés à 100%. Théoriquement. Théoriquement. Je dis théoriquement parce que moi j'ai eu des appels Ouais. de gens qui m'ont dit mais non, moi c'est pas vrai, ma gamine elle a besoin d'un fauteuil comme ça, on a besoin de lui rajouter un élément en plus. Auparavant on l'achetait français, on avait un certain pourcentage de remboursement automatique. Là, si on dépasse cette somme-là, on n'est plus remboursé du tout. Donc en fait, cette loi-là, elle ne me va pas. Ouais. J'ai eu des appels comme ça. Ouais. En fait, Emmanuel Macron, en 2023, au Conseil national du handicap, alors, en fait, il n'avait absolument pas bien préparé le truc, parce qu'en fait, tous les 3 ans, il y a un Conseil national du handicap en France qui donne la trajectoire sur le handicap pendant 3 ans. Et toutes les assos qui sont présentes, en fait, étaient vraiment pas contentes de la manière dont Macron prenait ça. Donc, il a fait une annonce surprise, puisqu'en fait, il y a plein d'associations qui ne venaient pas. Et tu sais comment, quand il est vexé, il réagit. On l'a vu il y a 1 an et demi. Et donc là, il annonce le remboursement intégral des fauteuils. Mais sans avoir prévenu ni ses ministres, ni quoi que ce soit, sans avoir étudié la faisabilité, il annonce ça. Moi, je le rencontre pour la première fois à ce moment-là, parce que j'étais présent à l'Élysée pour cette convention. Je vais le voir, je lui dis, là, vous venez de faire une annonce, il y a des attentes derrière, il ne va pas falloir déconner. Il m'a dit, je compte sur vous. Je dis, là, vous pouvez compter sur moi, mais assurément, pour m'assurer que... Et puis, il me demande combien coûte mon fauteuil. Je dis, le mien coûte 8 500 €. À côté de moi, il y avait un jeune homme qui était en fauteuil électrique, le sien coûtait 21 000 €. Et là, il nous dit, ah, c'est si cher. Et là, j'ai compris qu'il ne savait pas de quoi il parlait. J'ai rencontré le directeur de la sécurité sociale et je lui ai dit, bon, ce serait bien qu'on se rencontre pour avancer sur ce truc-là. Il me dit, oui, mais vous savez, ça ne va pas être tout à fait comme ça ne va pas être tous les fauteuils. Et là, j'ai compris qu'il y avait embrouille. Bon, j'ai été interpellé par des fabricants, par des assos. La première annonce, enfin préparation du gouvernement, c'était de rembourser les fauteuils à 2 700 €. Alors là, moi, le mien était remboursé à 580 €. Tu passes à 2 700 €. C'est une augmentation notable, mais en introduisant un plafond limite de vente. Donc ça veut dire que tout ce qui dépasse les 2 700 €, tu as zéro. Donc en fait, il n'y a pas de fauteuil presque. Donc ça fait que là où le mien, sur les 8 500 €, j'avais 580 € de la Sécu. Comme j'avais la Sécu, je pouvais avoir mes 2 000 € de mutuelle et je pouvais compléter avec la MDPH. Alors il fallait faire je ne sais combien de dossiers pour l'avoir. Donc ce qui posait des problèmes, mais on pouvait arriver quasiment, on va dire, à l'intégralité du fauteuil. Et là, en fait, avec les 2 700 €, si mon fauteuil coûtait plus de 2 700 €, j'avais zéro. Donc là, j'avais fait une question au gouvernement. Enfin, déjà, je les avais interpellés pour bosser avec eux.
et la copie ne bougeait pas. Donc j'avais fait une question au gouvernement. Vautrin venait d'être nommé ministre. Donc elle m'a dit, j'y connais rien, mais je vous suis. Et on est allé visiter l'usine Wacker qui fabrique les fauteuils roulants à Tours pour une grande partie de l'Europe. Et donc là, elle arrive avec 100 millions de plus. Parce qu'en fait, il manquait 100 millions pour pouvoir répondre aux fauteuils spécifiques. Et pour le coup, elle a mené la bataille, elle cherchait l'argent. Et puis, il y a eu un amendement Paye-ta-vie qui a permis, sur le budget l'année dernière, je crois, de venir sanctuariser cette question-là. Mais le gouvernement maintenait son prix limite de vente. Donc moi, j'ai déposé un texte pour leur mettre la pression. Je leur ai dit, si vous ne bougez pas là-dessus, moi j'ai mon texte, je fais adopter mon texte, qui a été adopté à l'unanimité l'année dernière. Mais comme ils n'étaient pas contents du tout de ça, avant que mon texte passe au Sénat, ils ont déposé le décret pour une mise en application en décembre. Et donc, ça fait que là, le texte qui est appliqué n'est pas mon texte. Et donc, vient mettre en place un prix limite de vente. Et effectivement, il y a des fauteuils qui ne sont pas remboursés. Donc là, quand ils sont en train de faire toute leur promo en disant tous les fauteuils sont remboursés, c'est faux. Une très grande partie des fauteuils sont remboursés. Ça va changer la vie de peut-être 95% des personnes handicapées. Donc, on prend. Parce qu'on n'en a pas beaucoup des points et des victoires, on prend. Mais par contre, il y a des situations, des cas très spécifiques, où effectivement, là, les fauteuils ne rentrent pas là-dedans. Donc là, moi, j'ai lancé, parce que en tant que parlementaire, bon, on est là pour participer à l'écriture de la loi, pour faire des propositions de loi, mais on est là aussi pour contrôler la loi. Donc dès lundi, j'ai lancé un service après-vente de la réforme des fauteuils, on a lancé un site internet, pour avoir le retour d'expérience. Parce que le ministère va nous dire, il y a tant de fauteuils qui ont été commandés, mais on n'a aucune idée si c'était le fauteuil que voulait la personne, et si elle a dû renoncer au fauteuil qu'elle voulait, ou si le fauteuil qu'elle voulait n'est plus dans le catalogue. Donc ça nous permettra comme ça d'avoir la liste, d'aller voir Charlotte Parmentier-Lecoq pour lui dire, bah, a priori, il y a un petit problème avec tous fauteuils sont remboursés. C'est pas le cas, on aura la liste. Et puis on aura le nombre de personnes qui n'auront pas le fauteuil dont ils ont besoin. Parce qu'il faut prendre la mesure que c'est le prolongement de nos corps. Moi, si j'ai pas un fauteuil adapté, ça peut abîmer ma santé. Je peux me retrouver avec des problèmes d'escar ou de je ne sais quoi, et je peux passer des mois à l'hôpital. Deux, si je n'avais pas un fauteuil adapté, je ne serais pas autonome et peut-être que je ne pourrais pas avoir une activité comme je le fais là. Et puis après, pour faire du sport. Enfin, T'es un grand sportif. Il faut dire que tu es un très grand sportif. Pas depuis que je suis élu, je ne peux plus faire de sport. Pareil pour moi, mais jamais j'étais un grand sportif. Donc. Mais ouais, non, c'est une... Tu fais du rugby. J'ai fait du rugby. Ouais, j'ai fait du rugby fauteuil. Mais par exemple, tu vois, le fauteuil de rugby n'est pas remboursé. J'ai regardé sur la liste, ils ne sont pas remboursés. Donc voilà, donc en fait là, quand ils nous disent tous, c'est pas le cas. Mais faire du sport, on a eu les JO paralympiques. Et dans l'héritage, il y avait on veut encourager les personnes à pouvoir faire du sport. Mais en fait, dans leur première version de remboursement des fauteuils, ils n'avaient même pas intégré les fauteuils de sport. Donc en fait, c'était quand même... et là, pour le coup, dans mon texte, et on a pu faire bouger là-dessus pour qu'ils remboursent les fauteuils de sport. Mais là, tous les fauteuils de sport ne sont pas remboursés. Et puis après, bon, combien de gymnases sont accessibles? Combien de gymnases ont des vestiaires et des toilettes accessibles? Et là, on a un grand souci. Et puis la question de la mobilité. Comment une personne handicapée peut se déplacer si elle n'a pas son véhicule jusqu'au gymnase? Et on a un autre sujet, parce qu'on parle de la ville, mais quand on habite en milieu rural, moi, le club de sport le plus proche, c'est à 1h30 de chez moi. Donc comment on fait pour y aller? Et puis quel est le coût pour y aller, le temps pour y aller? Et donc là-dessus, on a quand même des grands sujets, et on voit la disparité sur le territoire, parce qu'on parle beaucoup de la ville, des trottoirs, des ci, des là, mais quand tu es en fauteuil dans la campagne, en fait c'est un grand sujet, et si on n'a pas la liberté de vivre là où on veut vivre, c'est le bagnole, encore une fois. Comme pour tous les ruraux, c'est la bagnole. Donc il faut la bagnole adaptée. Et voilà. Mais sauf qu'une bagnole adaptée, selon ton type de handicap, en fait, tu peux doubler le prix de la voiture. Et donc là, il faut pouvoir y répondre. Très bien. Bon, et qu'est-ce que c'est tes autres combats? Parce que du coup, tu es devenu monsieur handicap à l'Assemblée, un peu malgré toi. Ouais. Et du coup, tes autres combats en ce moment, c'est quoi? Autre que le handicap? Oui. Les déchets. Les déchets, on a une situation en dehors de... Alors ça rejoint un petit peu la question du handicap. Ils ont mis une taxe... ah oui, il y a également... Attends, on va le faire après. Ouais. Sur la question écologique, en fait, il y a les taxes incitatives pour les poubelles pour qu'on réduise nos déchets. C'est un énorme sujet, on ne prend pas la mesure du volume qu'il y a. Sauf que ceux qui fabriquent les déchets, eux, ne sont pas taxés à hauteur auquel ils devraient être taxés pour moins produire de suremballage, par exemple. Et
En Dordogne, donc, ils ont mis un 280 € pour une personne par an. Donc, quand tu vis au RSA, bah, tu as déjà un mois qui est parti là-dedans. Et en fait, c'est par volume de sac poubelle que tu mets. Donc, quand tu es une personne âgée et que tu as des couches, bah, en fait, ça te fait 1 000 € de plus par mois, Par an. par an, à ta charge. Ce qui est énorme, en fait, quand tu as une petite retraite. Quand tu es malade et que tu as des déchets médicaux, eh ben, c'est pareil, en fait. Quand tu as un bébé. C'est une machine à faire Euh, détester l'écologie, quoi. Et enfin, pour ajouter punitive à écologie, on y est en plein là-dedans. Forcément, ça n'a pas été réfléchi par des écologistes, cette question-là, mais par des mecs de droite. Et donc voilà, donc on a un gros sujet. La question, elle est comment on arrive à penser, et puis penser, en fait, pour moi, l'idée à chaque fois qu'il y a une proposition de loi, c'est comment le plus vulnérable, le plus fragile va être embarqué dans ce truc-là. Et si on arrive à le penser pour lui, on sait que pour tous les autres, ça va aller. Et puis c'est un peu là, on a la question de l'arrêt menstruel. C'est un texte, c'est le premier texte que j'ai porté ici. Tu parlais du travail. Et il y en a beaucoup qui pensaient parce qu'il y a des femmes qui souffrent d'endométriose. Et il y en a. Tu vas aller ouvrir. Oui, j'en Mais prie, je il vous n'y a en pas de prie. souci, monsieur, vous faites votre travail, on ne va pas vous le reprocher. Il est où, Paye ta vie? Il est là. C'est ici. Vous êtes de la Poste ou de l'Assemblée? De la Poste. De la Poste? Parce que c'est vous qui, du coup, qui avez fait découvrir à Sébastien comment passer par les sous-sols. Tout à fait. Parle-moi Tout à 3. fait, je sais que c'était mon collègue. Ouais, il veut encore m'excuser. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Bon courage. Oui, en fait, bon courage pour Ouais. votre travail. Mais oui, oui, oui. Donc on en était au... Oui, le premier combat, c'était sur C'était l'arrêt menstruel. sur l'arrêt menstruel. Parce qu'il y a toutes les femmes qui souffrent d'endométriose se retrouvent. Il faut savoir que la douleur de l'endométriose, ça peut être l'équivalent d'une crise cardiaque. Donc alors, on avait fait une vidéo qui avait pas mal tourné. On avait fait tester à des députés donc le simulateur de douleur. Tu avais testé? Ouais. Ouais. Et donc voilà. Donc ça permet de prendre la mesure un petit peu de ce que c'est et comment on peut aller travailler ou être en difficulté pour aller travailler. Il y a une grande partie des femmes, quand elles souffrent d'endométriose, qui sortent du salariat parce que justement elles savent qu'elles vont être handicapées, elles vont être empêchées. Donc pour moi l'idée était comment la sécurité sociale pouvait prendre en compte ça, parce qu'il ne faut pas que encore une fois j'ai essayé de penser à la plus petite entreprise, que lui ne se retrouve pas à devoir payer alors qu'il n'en a pas les moyens, mais je pense que c'est une histoire de solidarité nationale, et donc de permettre par exemple la secrétaire, si elle a besoin d'eux, qu'en fait qu'elle puisse en bénéficier, et que ça ne vienne pas l'entraver dans l'exercice de son boulot. Et donc voilà. Et alors, il y a des collectivités qui l'ont mis en place, et là, tous les préfets sont en train de le faire sauter. Parce qu'en fait, ça se passe avec les autorisations spéciales d'absence, et donc ils considèrent qu'il y a quelque chose de discriminant de le faire pour les femmes qui sont victimes d'endométriose. Donc on a une petite bataille avec les ministres pour qu'ils viennent dire à leurs préfets d'arrêter enfin, qu'il y ait un droit expérimental, en fait. Parce que là, on vient emmerder quand même des collectivités qui ont décidé, elles, de le payer et de le mettre en place, de pouvoir le faire. On les empêche de pouvoir le faire. Donc là, c'est quand même assez ubuesque. Est-ce que tu penses que le fait d'être en situation de handicap, ça a développé chez toi une sensibilité aux plus fragiles, aux plus faibles dans la société, quelle que soit la forme? Bah, forcément, je suis incapable de le dire parce que je ne sais pas comment j'aurais été. Pourtant, tu as dû faire de la psychanalyse. Il y a eu ça. Mais après, l'autre question, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille d'accueil au départ et dans un foyer, parce qu'en fait, ma mère a créé un lieu d'accueil et a accueilli les gamins placés, des gamins de l'aide sociale à l'enfance. Donc, j'ai partagé ma chambre, ma maison, mes vacances, mon temps avec des gamins qui avaient des parcours de vie abîmés. Donc, bon, ça a été le parcours de ma vie depuis gamin. Bon, en 5e, j'avais envie d'être psychologue. Je ne sais pas d'où c'est arrivé, c'était un truc étrange. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à la fac, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Parcoursup qui décidait ce qu'on allait faire. Mais quand on avait envie de faire quelque chose, on pouvait le tenter. Et puis ça marche pas, mais au moins on peut le tenter. Et ça s'appuie sur notre désir et non pas sur ce que les algorithmes peuvent choisir de nos vies, de nos existences. Et donc voilà, et après, j'ai pu aller au bout et exercer, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes diplômées. Dans le Master 2 que j'ai fait, sur les 25, on n'était que la moitié à travailler en tant que psychologue. Non pas parce qu'il n'y avait pas de besoin, mais parce qu'en fait, il n'y avait pas de poste. Et la plupart, en fait, on était avec des temps partiels accumulés. En fait. Bon, bah écoute,
Bonne continuation Ouais, sur la ouais, question du ouais. handicap et sur tout le reste, Et tout le reste, ouais. pour changer la société. Ouais, et puis sur, En sur la santé mentale, parce que moi je suis assez. Je trouve que c'est assez terrible parce qu'à chaque fois on nous dit bon, il y a un manque de moyens, ok, très bien. Ah putain, je suis en retard, c'est pour ça que ça sonne. Écoute. Ouais, j'arrive tout de suite. Faut que j'y aille. Ben, J'ai- on a terminé. Ouais, parce que j'ai quelque chose sur le travail, toujours, c'est mon Ah ouais obsession. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur le travail, Ouais. sur le travail des essentiels, sur le travail entre autres. Enfin, moi j'aime beaucoup je sais pas si tu as lu le bouquin de Cynthia Fleury. Oui, Et je trouve que la question de ceux qui viennent garantir la dignité des plus vulnérables sont dans des situations indignes en fait et sont frappés d'indignité. Et je trouve que là-dessus, et c'est pour ça que je suis très sensible au combat que tu portes. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ça, et puis même au fin fond de la Dordogne, ils sont très, très sensibles. Et quel que soit le port politique, parce qu'on voit que là-dedans, enfin, c'est quelque chose. pareil pour la question du handicap. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Bon, on est bon. On a 1h30 de Merde, vidéo, c'est bien. parce que